Je m'appelle David Lefrançois, je suis psychologue de formation. Après, j'ai passé un doctorat en psychologie avec une spécialisation en psychologie médicale. Je me suis beaucoup intéressé aux neurosciences. À l'âge de 28 ans, j'ai découvert que j'étais juif. Et ça va être la base d'une transformation personnelle, spirituelle, qui va m'amener à faire teshuva et qui va m'amener aussi à vouloir vivre en Eretz Israël. Tout démarre à la naissance où, à l'époque, on n'est pas au clair avec la notion d'échographie. Et ma mère, qui a dit à la sage-femme, j'ai le sentiment d'avoir 2 enfants dans le ventre, s'est fait rembarrer par la sage-femme qui lui dit, écoutez, je connais mon métier. Le jour de l'accouchement, mon père, il est à la pêche. Et ma mère, une fois qu'elle a accouché de mon frère, on va lui dire, madame, restez là, il y a un 2e enfant qui arrive. Et dans l'après-midi, on va dire, il faut tout de suite qu'on donne le prénom à cet enfant. Naturellement, ils avaient tout prévu pour mon frère et moi, pas grand-chose au final. Et elle va dire David. Et quand j'ai demandé à ma mère, maman, pourquoi David? Elle a été incapable de me répondre parce qu'on n'avait pas de héros ou de références, de films ou de héros de romans. Elle n'avait aucune référence. Elle m'a dit, écoute, c'est le premier prénom qui m'est venu à l'esprit et j'ai trouvé que ça t'allait bien. Je pense que d'abord, ça, c'était un très très beau cadeau de David et puis peut-être le premier clin d'œil d'Hachem qui allait me donner cette direction. Ensuite, c'est vrai, j'ai grandi dans une famille athée. Ma mère, qui est arrivée en France juste après la guerre, très jeune, ma grand-mère avait caché qu'elle était juive. Elle avait eu tellement peur de ce qui s'était passé à la Shoah. Elle vient de Vienne, ma grand-mère est viennoise. Et naturellement, ma grand-mère, quand elle était là, ici, elle a complètement caché le fait que ma mère était juive et qu'elle était juive aussi. Elle avait trop peur. Mon père, complètement athée. Il faut comprendre une chose, c'est que mon père et ma mère, ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale, très jeunes, avec des épisodes pas obligatoirement sympas. Et mon père a fait aussi la guerre d'Algérie où il a perdu 3 de ses meilleurs amis. Donc il va avoir un rapport et à Dieu et à la spiritualité qui est complètement rejeté, vraiment. C'est-à-dire que pour lui, c'est des foutaises, d'avoir une dimension spirituelle, c'est une faiblesse. Il va comprendre que ma mère puisse croire en Dieu, mais pas plus que ça. Par contre, il me disait, tu sais, ta grand-mère, elle est exaspérante. Je travaillais toute la semaine, quand je rentrais le vendredi, elle voulait faire les réunions de famille le vendredi soir. Et elle balbutiait des prières. Et quand je disais, mais on peut faire ça dimanche? Non, du dimanche, moi, je me repose. Le samedi, dimanche, je me repose. La fête de famille, c'est le vendredi soir. Et je vais retrouver aussi dans l'almanach de ma grand-mère, chaque année, il y avait une date qui était cochée où elle disait qu'elle allait retrouver une amie d'enfance à Paris. Et en fait, ma grand-mère allait faire Kippour. Voilà. Une enfance très particulière. Pas une enfance dans laquelle on nous parle de Dieu. Je vais être baptisé. On va me faire faire mon catéchisme à laquelle je n'ai absolument pas adhéré. Moi et mon frère, on n'a aucun souvenir de ça. On a fait notre catéchisme et notre communion pour avoir les cadeaux qu'elle est avec, mais on n'avait aucune dimension spirituelle. Donc on n'a pas grandi là-dedans. Un jour, je vais travailler pour la Guilde européenne pour le développement des pays de l'Est. C'était un de mes premiers contrats que j'avais. Et en fait, ce contrat nous demandait de partir dans les pays de l'Est qui allaient rejoindre la communauté européenne. Un jour, je vais être proche de la Roumanie et je vais voir le château de Dracula sur lequel j'ai fait un mémoire. Et je demande à ma traductrice de me trouver le village où est enterrée mon arrière-grand-mère. J'ai le nom, je sais que c'est en Roumanie. Mais la surprise, c'était à 1 kilomètre de ce château, donc est enterrée mon arrière-grand-mère. Quand on va arriver, il y a un monsieur d'à peu près 83, 84 ans qui nous reçoit. Et quand la traductrice, elle me dit qui je suis, il m'a pris dans ses bras. Il me dit, je connais bien votre famille, et je pensais qu'ils étaient tous décimés. Donc on traverse le cimetière, et à un moment donné, il y a une petite ruelle, et il y a un carré juif. Et donc on arrive devant une tombe, tout semble correspondre, sauf que je dis, moi, ma traductrice, il peut faire erreur, on n'est pas juif dans la famille. Et il dit, non, je fais pas d'erreur, c'est sûr, c'est sûr. Et je dis, écoute, compte tenu de son âge, peut-être qu'il n'a pas toute sa tête, ce pauvre monsieur. Et il me regarde, et en français, il me répond en français en me disant, monsieur, j'ai toute ma tête. Je ne peux pas oublier cette femme, c'était la meilleure amie de ma sœur. Et ici, il y a 17 tombes que j'affectionne particulièrement et que je chéris tous les ans, que je nettoie. Elle en fait partie. Et donc, du coup, j'ai fait un tas de recherches. Et effectivement, j'ai découvert, en allant un petit peu plus loin, qu'on était tous juifs dans la famille. Après, je vais découvrir que ma grand-mère l'était, qu'elle avait caché des documents. Et puis qu'il y avait une espèce de poids d'un secret familial dont ma mère m'avait parlé parce que, en fait, ma mère avait une demi-sœur. Ma grand-mère est partie de la tuberculose et avant de mourir, elle a dit à
j'attends que ta demi-sœur arrive, j'ai un secret à vous dire, c'est très important. Et elle est partie dans la nuit. Genre le truc du cinéma américain, il faut que je dise un truc, il est mort. Et voilà, et je pense que c'est ce qu'elle allait leur annoncer, c'était ça. Moi je lui dis, voilà, écoute maman, il faut que je te raconte une partie de ton histoire qu'on t'a cachée. Je pense que ce secret de famille dont tu m'as parlé, je l'ai élucidé. Je dois te dire que le choix t'appartient. Bon, ma mère, elle vit au quotidien avec un homme qui est athée mais qui va beaucoup respecter ma démarche. Et ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que malgré le fait que mon père est dans un rejet total, il ne mettait jamais les pieds dans une église, par exemple, ou des choses comme ça. Mais par contre, j'ai été étonnamment surpris que cette démarche que j'ai vers le judaïsme, il l'a complètement cautionné. C'est-à-dire, j'ai pas eu de moquerie, j'ai eu du soutien. Quand j'ai présenté mon épouse, mon père a tout fait pour qu'on mange cachère à la maison. Enfin, c'était assez impressionnant. Pour mon père, le peuple le plus puissant au monde, c'était le peuple juif. Et il disait, tu sais, c'est les seuls à qui on n'imposera rien sur cette planète. Il y avait une espèce de fierté chez lui, en tout cas, que je fasse cette démarche. Mais ma mère a gardé sa croyance en Dieu, mais elle n'a pas fait de démarche particulière. Alors je vais mettre 10 ans pour faire le pas de ma circoncision et faire le choix de la teshuva parce que d'abord, c'est une claque culturelle. Je vais mettre 10 ans parce que j'ai besoin de comprendre ce qu'est le judaïsme. J'ai besoin d'explorer, c'est quoi la différence entre un juif, entre un catholique. Moi, à 12 ans, je vais quitter ma famille, je vais grandir dans une famille asiatique, avec une mère shintoïste, avec un père bouddhiste. Donc pour moi, j'ai eu un melting pot d'approches spirituelles très différentes et toutes passionnantes. Okay, donc, à un moment donné, j'apprends ce que je suis. Et en fait, on va me dire une chose qui est très importante. On va dire, tu sais, quand tu es juif, tu es juif. Voilà. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux te convertir, tu es juif. Donc, il va falloir que je comprenne ce que ça veut dire quoi. Tu es juif. C'est-à-dire, je vais m'intéresser à la Torah, je vais m'intéresser à des cours, je vais étudier. Et ça va prendre 10 ans avant que j'accepte ce que je suis, de vouloir y adhérer. Ensuite, je vais aussi rencontrer mon épouse et très rapidement, on va me dire « mais David, vous êtes gentil, mais vous êtes dans le péché ». Et puis un jour, le cousin de mon épouse, Maurice Amar, je le cite parce que c'est vraiment un grand monsieur, c'est un érudit de Torah, et c'est lui qui m'a dit « tu sais, donc il est de Marseille, il m'a dit « il faut que tu rencontres le Rav Mimoun ». Et donc on est allé à la Timone à Marseille un dimanche matin, tout de suite je suis tombé sur lui. On a agrippés tous les deux, c'était phénoménal. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'aujourd'hui c'est Saïloula, et j'irai à Saïloula ce soir et je suis allé à son enterrement parce que c'est un homme qui a changé ma vie. Je lui ai raconté mon histoire, il m'a dit écoute, je te crois, tu me donnes tous tes documents, c'est moi qui vais faire toutes les recherches. Je m'en occupe. Il s'en est occupé, 4 ou 5 mois plus tard, il m'a appelé, il m'a dit écoute, j'ai 2 nouvelles, je te confirme bien que tu es juif, et tu me donnes une date parce que maintenant la petite, il faut l'épouser, quoi. Voilà. Et ça s'est fait comme ça, et du coup, il a fallu que je prenne date pour ma circoncision, et j'ai fait ma bar mitzvah et mon mariage le même jour. La totale. Alors en quoi la rencontre avec Sarah, mon épouse, va être déterminante dans ma teshuva? D'abord parce que c'était juste, parce qu'on voulait se marier, et qu'il y a une chose qui est importante, c'est que mon épouse représente sans doute, c'est la personne que j'admire le plus sur cette planète. Il n'y a pas une personne qui m'a impressionné autant que cette femme, par sa pureté, par sa gentillesse, par ses midotes. C'est toujours elle qui m'a poussé dans l'étude. Elle a toujours eu cette volonté de me tirer vers le haut, et ça a tout changé. De faire teshuva, ça a tout changé. Aujourd'hui, mon judaïsme, c'est quoi? Une capacité d'organiser toute ma vie, parce que toute ma vie est organisée autour de ça. Avant que je fasse teshuva, je travaillais toute la semaine et je faisais mon business le samedi. Voilà. C'est-à-dire que je recevais mes clients pour mon institut de formation de coach le samedi, et j'avais comme journée de repos avec mes enfants le dimanche. À l'âge de quasiment 40 ans, je suis allé chez Ron Shaya, dans sa yeshiva, à Ramot. À l'époque, il était très gentil parce qu'il m'a dit « Est-ce que tu veux prendre un hôtel à côté ?» Je dis « Non, je veux dormir avec les barouchim ». Et c'était très sympa, j'ai passé un petit moment là-bas, c'était très sympa. Et quand je suis revenu, j'ai dit à mes assistants, je dis « Voilà, à partir de maintenant, du vendredi après-midi jusqu'au samedi, vous comptez plus sur moi. » Et là, j'ai une assistante qui m'a dit « David, c'est impossible. Tout notre business, il est fait là. Et après, dans la semaine, moi, j'organise tout le reste. » J'ai compris qu'en fait, elle ne comprenait pas ma démarche.
Donc je lui dis, écoute, voilà, si j'étais en dialyse et qu'on me dise la dialyse, c'est du vendredi après-midi au samedi, tu me dirais pas, David, c'est impossible. Tu me dirais, on peut pas faire autrement. Bah voilà, on peut pas faire autrement. C'est comme ça. Donc je dis, à partir de maintenant, mes déjeuners, tu les fais sauter. Tu mets des rendez-vous ici. Pendant que je suis en formation, je te dirai à quel moment je fais des exercices en groupe et où je peux prendre un petit peu de temps pour moi. Tu mets ces moments-là et on va y arriver. Et ben en fait, il faut que vous sachiez que l'année où je suis devenu chômeur Shabbat, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. J'ai aussi découvert que j'avais une très grosse charge mentale aussi. C'est-à-dire que je bossais tout le temps. Quand tu te sépares de ça, de tes ordinateurs et tout ça, que tu es proche d'Hachem, que tu es proche des personnes que tu aimes, et ben, j'ai le sentiment que moi, parfois, une journée de Shabbat, je régénère toute mon énergie comme si j'avais passé une semaine de vacances. J'ai passé 2 semaines de vacances en Normandie, en France. Je suis rentré, j'étais épuisé. Et j'ai pas kiffé, la vérité. Pour moi, on était très heureux avec mon épouse de rentrer, de venir. Il faut savoir qu'on allait faire Shabbat chez nous. Et c'est mon lieu de ressourcement. En dehors de ça, ça m'a permis aussi d'étudier. On a, à travers l'étude de la Torah, ce qu'on ne trouvera jamais, ni dans les livres de neurosciences, ni dans les livres de psychologie. Ça a profondément changé aussi tout mon aspect professionnel, c'est-à-dire la façon dont j'enseigne, la façon dont je parle. Je développe mes formations. Elles se font toujours en intégrant des idées de la Torah, parce qu'en fait, c'est profondément juste. Donc, il n'y a rien de mieux. On fait notre alia en 2016 parce qu'avec mon épouse, d'abord, c'était un projet. C'était un projet commun de se dire un jour on ira en Israël. Et puis en 2016, on va avoir plein de choses qui ne nous conviennent pas. La façon dont les Juifs sont traités en France, des réflexions parfois de certains partenaires. Et puis je vais commencer à voir des choses à la télévision qui me déplaisent profondément. Par exemple, il va y avoir un rassemblement anti-juif. On dit Juifs de France dehors, il faut qu'on vous égorge. Il y a, je sais pas, à peu près 6000 personnes qui disent ça dans la rue. Il y a les policiers qui sont là, personne ne dit rien. Ni les policiers, ni nos politiques. Et ça a été comme une évidence, on s'est dit mais finalement, mon métier, je peux le faire d'un peu n'importe où. J'ai cette chance-là. Le meilleur choix de notre vie, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que, d'abord, c'est bon d'être juif dans un pays juif. Ça, c'est une certitude. Et ici, tout de suite, je me suis senti beaucoup plus créatif, avec une belle énergie. Ma teshuva, c'est la plus belle décision que j'ai prise de toute ma vie. Et c'est la décision qui m'a ramené à comprendre et à connaître beaucoup plus qui je suis et à devenir l'homme que j'ai envie de devenir.